Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Me revoilà donc pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, je voulais remercier pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo, pour tous les commentaires. Elle m'a pris du temps, donc ça fait vraiment d'autant plus plaisir. Pour celle d'aujourd'hui, donc j'ai suivi le sondage, donc c'est une histoire de survie qui se passe en France. Il me semble que c'est la première fois sur ma chaîne que je vais traiter une histoire qui se passe en France. Aujourd'hui, je vais donc vous partager l'histoire d'une jeune femme française, Gaëlle Cavalier. Pour faire cette vidéo, donc je suis partie de son livre et j'ai également regardé quelques-uns de ses interviews. Allez, je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Gaëlle Cavalier est née à Sallanches en 1992. Elle a grandi là-bas, en Haute-Savoie. Son père, dès toute petite, l'emmenait déjà en randonnée et très vite, elle se met aussi à l'escalade. Son père l'emmènera faire son premier Mont Blanc à l'âge de 13 ans. Alors oui, c'est très très jeune, ça ne fera que confirmer sa passion pour la montagne. Et à ses 18 ans, après le lycée, elle part quelques mois au Chili et en Inde pour y faire du bénévolat, pour ensuite décider d'abandonner ses études afin de se consacrer à fond entièrement à sa passion, donc la montagne, pour devenir guide de montagne. En 2013, Gaëlle est âgée de 21 ans. Ce mercredi 8 mai, elle est au sommet de l'Aiguille Verte avec un ami, JB. En fait, ils viennent de réaliser l'ascension de cette montagne, 4122 mètres d'altitude, et ils sont face au Mont Blanc. Alors Gaëlle est complètement subjuguée par la magie du spectacle, de la nature. C'est vraiment sublime. Le temps s'arrête, elle est fascinée, et c'est là, à cet instant, qu'elle sait qu'elle va y revenir, mais en solo. En fait, la montagne, clairement, c'est son environnement. Elle a grandi ici et depuis toujours, depuis toute petite, elle a cette envie de grimper seule sur ces montagnes, mais elle n'a jamais osé encore car elle est tout à fait consciente que ça n'est pas sans risque. Mais voilà, c'est donc cette ascension avec son ami qui la fera céder à cet appel. Elle va donc revenir, mais seule. Elle sait déjà comment. Ça fait déjà un moment qu'elle y pensait, donc Gaëlle a déjà regardé à plusieurs reprises. Et pour elle, le couloir du couturier est le mieux car il monte direct jusqu'au sommet. Je vais essayer de vous trouver des photos à chaque fois des couloirs parce que vous verrez, j'en parlerai régulièrement dans la vidéo. Là, avec son ami, ils sont passés par le Whymper. Alors, j'espère que je prononce bien. Le couloir du couturier, lui, représente 1000 mètres de dénivelé. Après leur ascension, une fois de retour au chalet, Gaëlle fait une recherche et donc essaye de retrouver un max d'informations sur le trajet. Elle a trop envie de le faire, maintenant c'est bon, c'est lancé, elle n'a plus envie de résister, elle ne peut plus résister. Par contre, le temps est mauvais, donc elle va devoir patienter et donc Gaëlle en profite tous les jours suivants pour approfondir le terrain, le trajet. Elle va regarder sur internet des témoignages, des forums spécialisés, elle va prendre des livres aussi, elle cherche vraiment toutes les infos possibles. Et en même temps, elle surveille la météo, prête à partir dès qu'il y aura une accalmie. Jeudi et vendredi, rien, le temps ne change pas et samedi par contre, elle voit que la météo va s'arranger, qu'il va faire un grand soleil. Pareil pour lundi, mardi suivant, donc pour elle c'est décidé. Samedi, elle va se rendre sur place déjà pour faire un premier repérage des lieux pour le grand départ de lundi matin dans la nuit. C'est son père qui conduit Gaëlle jusqu'à Chamonix. Ensuite, elle prend le bus jusqu'à Argentière et ensuite encore le téléphérique pour monter jusqu'à 3295 mètres. Ensuite, une fois là-haut, elle descend à pied en direction du glacier d'Argentière qui se situe au niveau du couloir du couturier, donc le trajet qu'elle va prendre. Elle observe le terrain, elle voit plus loin en hauteur qu'il y a déjà des grimpeurs qui sont engagés dans le couloir. Elle remarque aussi qu'il y a énormément de coulées de neige autour d'eux. En fait, le soleil tape tellement fort avec les températures, les plaques de neige ne tiennent pas. Gaëlle repère également une crevasse au tout début du couloir. C'est le passage obligé, il fait partie du parcours. La crevasse là est remplie de neige, donc on va dire que ça va. Et plus Gaëlle observe le trajet, les grimpeurs, plus elle a envie d'y aller maintenant. Mais impossible, elle n'a rien pris avec elle, elle n'a pas pris de matériel, donc elle va devoir patienter encore un peu. Le soir, elle retourne sur le site Camp to Camp, donc j'ai regardé, c'est un forum où les grimpeurs
partagent leur expérience, leur ascension. Et là, en fait, elle va tomber sur le témoignage d'un de ses amis, Benoît, qui raconte que lui aussi a fait la montée sur l'aiguillette verte par le couloir du couturier. Gaëlle l'appelle, elle explique son objectif d'y aller seule, et sur le coup, elle explique dans le livre qu'elle sent que Benoît est un peu inquiet, elle sent ça à l'intonation de sa voix. Malgré tout, ils vont échanger un long moment, il va lui donner toutes les infos possibles, tous les conseils, et de toute façon, quoi qu'il aurait pu dire, il n'aurait pas pu la faire changer d'avis. Avant de partir, Gaëlle va aussi demander à 2-3 personnes si elles ont envie de venir avec elle, mais là aussi, elle explique en fait que c'est plus par obligation, peut-être plus par politesse, parce qu'au fond, elle n'a qu'une seule envie, elle c'est d'y aller toute seule. Au final, personne ne pourra ou ne voudra se joindre à elle, ça l'arrange parce que c'est exactement ce qu'elle voulait. Il y a juste un autre ami, Guillaume, qui a prévu de faire l'ascension le même jour qu'elle, mais par un autre couloir. Donc en gros, ils ont prévu de se rejoindre en haut de la montagne et de faire le retour, la descente ensemble. Donc voilà, on est samedi soir, pour Gaëlle, tout est ok dans sa tête, tout est très clair. Pourtant, elle réfléchit encore et elle explique qu'il y a une partie d'elle, quelque part, au fond, qui commence à faire son apparition comme à chaque fois en fait qu'elle a envisagé de partir en solo. Elle explique que cette peur est quand même très très forte et qu'après coup, maintenant, après savoir tout ce qui s'est passé, elle s'est toujours demandé si finalement cette peur, ce ressenti, si ça n'était pas son intuition. Gaëlle se réveille. La peur d'hier est partie, envolée, c'est fini, ça y est, elle y va, c'est sûr, plus aucun stress. Elle déjeune en speed. Alors en speed, oui, mais c'est quand même un petit déjeuner consistant. Elle prépare ses affaires et là, je vais prendre le temps de vous détailler parce qu'elle va faire un sac à dos plus léger que d'habitude. C'est ce qu'elle dit dans le livre. Donc elle prend ses crampons, ses piolets, son casque de ski, son masque de ski, les pots de phoque, je vous expliquerai plus loin ce que c'est, une pelle, une sonde, 2 paires de gants, une paire de chaussettes de rechange, de la nourriture pour tenir 2 jours. Elle porte sur elle son pantalon d'alpiniste, en dessous un collant spécial pour la montagne, un sous-pull, avec par-dessus un pull à capuche et encore par-dessus une petite doudoune. Elle emporte en plus dans le sac à dos une plus grosse doudoune, donc spéciale pour la grimpe en montagne, et sa veste orange coupe-vent et imperméable. Par contre, à aucun moment, ça ne lui traverse l'esprit de prendre une corde. Elle ne part pas au Mont Blanc, ça n'est pas du tout le même parcours, et ça se fait apparemment, mais de ce qu'elle explique et de ce que j'ai retrouvé, par précaution, généralement, on emporte quand même toujours une corde. Ah oui, et elle prend également avec elle son livre du moment, La montagne nue, donc c'est le célèbre alpiniste Messner. D'ailleurs, si ça vous dit, je peux vous faire une vidéo sur ce livre, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais voilà, donc Gaëlle est prête, et avant de partir, elle prévient également ses 2 amis, Guillaume et Benoît. C'est son père qui emmène Gaëlle, encore une fois. En fait, c'est quasiment toujours lui qui l'emmène, malgré son inquiétude. Il est toujours là pour elle, il veut toujours l'accompagner, il sait que ça lui fait plaisir. Par contre, cette fois-ci, Gaëlle ne va pas dire la vérité, elle ne veut pas l'inquiéter, donc elle va parler à son père de l'ascension en disant « on ». Ça sous-entend qu'elle va grimper accompagnée comme à chaque fois en fait. Donc son père, pour lui, il se pose pas plus de questions. Son père la monte comme l'autre fois jusqu'à Chamonix en voiture, et puis à nouveau le téléphérique pour arriver au top des Grands. Et donc là, c'est une station, et c'est là où les grimpeurs se retrouvent avant de commencer l'ascension. C'est là où Gaëlle va passer la nuit avant le grand départ du lendemain, donc qui est prévu à 2h du matin. À la station, il y a donc aussi d'autres grimpeurs qui sont là pour la même chose, pour partir dans la nuit au petit matin. Tous attendent le bulletin météo, mais un peu avant 18h, il y a 2 pisteurs qui arrivent pour expliquer que finalement, le temps a changé pour la journée de demain et que des vents quand même assez forts de 100 km/h sont attendus. Résultat, une grande partie des alpinistes redescendent, l'autre partie reste sur place pour attendre le prochain bulletin météo et donc parmi eux, Gaëlle. À cet instant-là, son angoisse revient, elle pense beaucoup à sa famille, elle pense à la peine qu'un accident pourrait leur faire. Elle est vraiment à cet instant en fait encore dans cette cogitation, dans cette appréhension, dans ce stress. Finalement, à 18h, il y a le dernier bulletin météo qui tombe et donc là, ça confirme bien que les vents pour demain seront trop forts, donc pas d'ascension possible pour l'instant. Gaëlle explique dans le livre en fait que ça la soulage, donc ça démontre quand même qu'il y a quand même un stress assez important. D'autres alpinistes font demi-tour, Gaëlle, elle reste sur place. Il y a aussi donc des Italiens, des Slaves qui ont fait le déplacement de super loin exprès
pour cette ascension. Donc c'est sûr, quoi qu'il arrive, malgré le temps, malgré le vent, ils partiront cette nuit. Gaël sur place va sympathiser avec un couple de Français qui sont là aussi pour l'ascension, Cyril et Laura. Et donc ils décident d'attendre ensemble et de voir la météo de demain. Gaël prévient du changement de plan son ami Guillaume et son père, ce dernier étant toujours persuadé qu'elle va grimper accompagnée. Tout ce passage du livre, en fait, avant la montée, était très intéressant parce que Gaël vraiment explique qu'elle était, alors je vais pas dire paniquée ni angoissée, peut-être que le mot est trop fort, mais en tout cas elle était vraiment en stress à l'idée de cette ascension. Elle était clairement pas du tout rassurée. Maintenant, elle explique aussi que l'appel de la montagne est vraiment plus fort que cette peur. À 21h, les pisteurs ont laissé les toilettes de la gare ouvertes avec le chauffage allumé et donc Gaël et les autres grimpeurs pourront dormir dedans au chaud pour cette nuit. Apparemment, c'est rare, généralement ça se passe pas comme ça. Généralement, ils doivent se débrouiller puis dormir où ils peuvent pour la nuit. À 2h du matin, les Italiens prennent le départ avec les alpinistes slaves également qui les suivent. Gaël et Cyril se retrouvent dehors en fait, ils sont en train de regarder le ciel, les étoiles. Ils voient que le ciel est dégagé, qu'à cet instant il n'y a pas de vent. Ils se regardent sans parler, en fait ils ont la même idée. Ils ont envie d'y aller, de suivre les grimpeurs, mais ils savent que ça ne serait pas très sérieux, pas très prudent. Donc ils préfèrent rester raisonnables et donc ils repartent se coucher. Le ciel est très nuageux au réveil, donc le temps a encore changé. Gaël, Cyril et Laura ne savent pas trop quoi faire. Ils attendent. En fait, là, ils sont les 3 derniers à être restés en haut. Un pisteur va venir les voir et lui, il va leur conseiller en fait d'attendre un peu plus tard dans l'après-midi et de partir entre 2 nuages. C'est vraiment écrit comme ça dans le livre, entre 2 nuages. Pour lui, c'est faisable, c'est possible, mais le problème, c'est qu'un peu plus tard dans la journée, un autre pisteur vient les voir et lui, il leur dit totalement l'inverse. Il leur conseille clairement d'attendre encore une journée de plus, car pour lui, ça serait trop risqué et trop dangereux. À 11h, le trio déjeune. 14h, ils ne sont toujours pas partis, ils attendent, le temps est toujours couvert et ils vont attendre comme ça toute la journée. À 18h, dernier bulletin météo et là enfin la bonne nouvelle qu'ils espéraient, le bulletin confirme que pour demain le temps sera ok pour partir. Donc la Gaëlle prévient encore une fois son ami Guillaume et son père. Elle avoue dans le livre qu'à ce moment-là, si Cyril et Laura n'étaient pas restés avec elle, elle serait certainement rentrée en fait. Leur présence la rassure. J'ai vraiment aimé, tout le long du livre, la façon dont elle raconte son histoire avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup d'humilité. Et pareil dans les interviews. Voilà, les 3 Français passent encore une nuit dans les toilettes. Le départ est prévu demain dans la nuit à 3h30 du matin. Gaëlle ne va pas s'endormir tout de suite, elle est tellement excitée, tellement contente, mais elle est quand même plongée encore dans ses cogitations et dans cette appréhension qui, pour l'instant, ne la quitte pas. Les 3 Français se réveillent. Ils prennent le petit déjeuner vers 2h du matin. Ça pique. Gaëlle organise minutieusement son sac à dos. Elle fait très attention. Elle a chargé son téléphone à fond. Elle met son casque, sa lampe frontale. Elle place sa 2e paire de gants contre sa poitrine dans sa doudoune pour qu'elle soit chaude quand elle en changera. Elle enfile son baudrier qui est muni d'une seule broche, 2 mousquetons, une sangle et un descendeur. Et voilà, c'est parti. Ils chaussent leurs skis et ils décollent. C'est Gaëlle qui ouvre la marche qui est devant. Elle est très heureuse, très excitée et directe en fait, elle prend un peu d'avance. Il ne fait pas trop froid, elle avance tellement bien en fait qu'elle ne voit même plus trop Cyril et Laura, ils sont vraiment un peu plus loin derrière, elle les voit uniquement avec leur lampe frontale. Jusqu'ici, la montée se fait en ski, donc on va dire que c'est assez simple pour eux en tout cas. Mais au bout d'un moment, forcément, ça va se corser et donc ça commence à monter de plus en plus, alors ils utilisent les pots de phoque. Donc je suis allée regarder parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait, ce sont des morceaux de nylon ou de mohair que l'on place sous les skis pour empêcher qu'ils glissent, pour empêcher de redescendre en arrière. Ça accroche la neige. Une fois équipés, les 3 Français continuent la montée et ils arrivent au niveau donc de la crevasse, la Rimeille, qu'ils décident de contourner par la gauche pour la traverser un peu plus loin. Donc la crevasse, je vous le rappelle, elle se situe juste avant l'entrée du couloir. La neige s'est durcie, ça glisse beaucoup, Gaëlle a failli tomber à plusieurs reprises. Maintenant, ça devient compliqué, les pots de phoque ne suffisent plus,
donc ils vont être obligés d'enlever les peaux de phoque et de chausser les crampons. Donc ça y est, à partir de maintenant, ça commence à être de la grimpe. À cet instant, Cyril va laisser échapper un de ses gants qui va dévaler et glisser tout en bas, là, jusqu'une trentaine de mètres. Alors pour ne pas perdre de temps, Gaël lui donne un de sa deuxième paire et il continue comme ça. Donc ils sont maintenant avec les crampons, les piolets, et à cet instant, il est 4h du matin. Ils réussissent à traverser la crevasse assez facilement, en fait, juste en faisant un grand pas, une grande enjambée et en s'aidant des piolets. Alors, ça n'est pas une crevasse, comme on a vu dans la dernière vidéo avec Joe Simpson. Par contre, la neige, c'est autre chose. C'est de la poudreuse, donc c'est plus compliqué. Les 3 grimpeurs maintenant entrent dans le couloir du couturier. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Gaëlle est toujours devant, elle ouvre la marche et elle prend encore de l'avance. En fait, elle explique dans le livre qu'elle est très heureuse, très excitée d'être là. Elle n'a plus du tout aucun stress, elle est super à l'aise. Toute l'appréhension, toutes les cogitations, tout ça, ça a disparu. Maintenant, elle est vraiment dans son élément. Il fait toujours nuit. Par contre, de ce qu'elle explique, Cyril et Laura, eux, sont un peu moins à l'aise, sont un peu plus inquiets. Bon, ils sont quand même contents d'être là, mais en fait, Laura n'a pas la même expérience. Elle a un peu plus de mal, on va dire ça comme ça, à faire de la grimpe sur la glace. Néanmoins, tous les 3 passent quand même un très bon moment. De son côté, Gaëlle est très concentrée, elle va à son rythme, elle attend pas spécialement en fait Cyril et Laura qui sont un peu plus loin en arrière. Il y a des coulées de neige qui n'arrêtent pas autour. Elle essaye du coup de se placer un peu plus en diagonale pour ne pas trop leur envoyer de neige. Plus ils progressent, plus l'écart se creuse entre les 3 Français et ça arrange presque Gaëlle parce que on la rappelle quand même, son objectif, elle, de départ, c'est de faire la montée en solo. Elle est vraiment venue là pour monter seule. Donc tout se passe très bien pour l'instant. Gaëlle accélère même le rythme, mais tout en restant très concentrée. Elle fait très attention à chaque pas, à chaque endroit où elle plante ses piolets, ses crampons. Et puis progressivement, forcément, ça devient de plus en plus incliné, avec de moins en moins de neige et de plus en plus de glace. Au niveau du trajet, ils sont arrivés au premier tiers du couloir. Le soleil commence à se lever. Gaëlle ralentit un peu le rythme parce qu'elle n'a pas trop d'expérience quand même sur la glace. Donc elle prend un peu plus son temps. Et puis pour rappel, elle n'a pas de corde avec elle. Et finalement, c'est au niveau du premier quart de la montée du couloir couturier que Cyril et Laura abandonnent. En fait, ils décident de redescendre. Laura a trop de mal pour grimper. Donc ils préviennent Gaëlle, bien évidemment. Et à cet instant, elle peut les suivre. Elle a le choix. Mais elle explique dans le livre qu'elle n'y a pas pensé un seul instant. Elle est tellement bien, tellement à l'aise qu'elle décide de continuer toute seule. Gaëlle arrive maintenant dans un passage où la neige recouvre toute la glace de la paroi, ce qui fait qu'elle n'a plus de visibilité sur où elle plante ses piolets et ses crampons. Et pour ne rien arranger, la glace en dessous est de plus en plus dure, c'est de plus en plus difficile. Donc elle progresse moins vite. Elle raconte à ce moment-là que d'un côté, oui, elle a peur de tomber par moment, mais qu'elle évite d'y penser et qu'en même temps, elle est très fière d'elle. Alors à cet instant, elle ne le sait pas, mais en fait elle est en train de dévier du trajet. Elle part trop sur la gauche, et sur la gauche, la glace est vraiment trop mauvaise pour grimper, mais ça, elle ne le sait pas encore. Durant la montée, elle pense beaucoup à Guillaume, qu'elle est censée retrouver au sommet, alors elle décide d'accélérer un peu le rythme pour ne pas le rater, tout en continuant à rester prudente dans ses points d'ancrage. Par contre, elle commence un peu à fatiguer, donc tous les 20 pas, plutôt toutes les 20 marches, puisque l'escalade, elle fait une pause de 10 secondes et quand ses appuis sont vraiment sûrs, elle s'arrête un peu plus longtemps. Il est environ 6h du matin maintenant, le lever de soleil est magnifique, elle décrit un paysage sublime, elle en prend plein les yeux, mais en arrière-plan, ce qui vient un peu gâcher tout ça en fait, il y a toujours cette fatigue, elle ne comprend pas trop, elle se sent vraiment plus fatiguée qu'en temps normal. Ça l'étonne et ça l'inquiète aussi parce qu'elle est loin d'être arrivée en haut, et puis après il y a encore toute la descente à refaire. À cette heure, Gaëlle a accumulé encore plus de retard sur l'itinéraire prévu. 8 heures, le retard grandit encore, elle ne progresse que très très peu et ça devient vraiment inquiétant parce que niveau météo, les températures vont continuer d'augmenter, ce qui va provoquer plus de coulées de neige. Elle estime arriver vers 10-11 heures maximum en haut. Par contre, elle voit bien qu'en plus de son retard, niveau physique, elle a du mal, son corps a du mal à suivre. C'est à partir de là que l'idée de rebrousser chemin lui traverse l'esprit un instant, mais clairement en fait, elle ne s'en sent pas du tout capable, ni physiquement, ni techniquement. Alors elle continue à monter, elle fait de plus en plus de pauses, son rythme ralentit de plus en plus, et elle commence même à se dire qu'elle va peut-être devoir dormir en haut si ça continue comme ça, qu'elle ne pourra pas redescendre en fait dans la même journée.
la pente est encore plus raide. Gaëlle, en fait, n'est plus si loin que ça du sommet. Elle est toujours très concentrée, hein, elle calcule chacun de ses gestes avec précision. Le terrain devient de plus en plus technique, la glace est de plus en plus fragile et elle se sent de moins en moins à l'aise. Ça fait 5 heures qu'elle grimpe en tout, donc ça commence à faire beaucoup. Et en plus, la veille, elle a quand même passé 2 nuits dans les toilettes, qui n'aident pas niveau forme. Et puis, là, voilà, dans un passage vraiment merdique. Elle regarde, par contre, elle voit que juste après, plus haut, ça sera beaucoup plus simple et qu'elle ne sera plus qu'à une centaine de mètres du sommet. Donc elle est vraiment très très proche. Dans le livre, Gaëlle raconte qu'à cet instant, en fait, elle a beaucoup de mal à contenir sa peur. Limite, elle panique parce que si elle tombe, c'est une chute de plus de 700 mètres. Mais malgré tout, elle reste focus sur ses gestes. Elle reconnaît aussi que techniquement, en fait, c'est devenu maintenant trop dur pour elle. Et si elle avait su que ça serait comme ça, elle ne serait pas montée. Elle explique également, et là c'est très important, je fais vraiment cet aparté, qu'en montagne, un même trajet peut être difficile un jour et le lendemain, non. Donc que ça dépend vraiment du temps et que ça n'est pas prévisible dans les moindres détails. Donc voilà, du coup elle se retrouve là un peu coincée, elle avance très difficilement et puis à un moment son piolet gauche ripe et n'accroche pas la glace. Clairement c'est pas passé loin, elle s'est fait une grosse frayeur. Elle a juste eu le temps de se rattraper en plantant son piolet droit. Elle n'est pas tombée, elle a eu beaucoup de chance. Par contre, maintenant Gaëlle se retrouve totalement coincée. Il lui est impossible ni de monter ni de descendre. Gaëlle se retrouve là donc en plein milieu du couloir, seule, en équilibre, en escalade sur la paroi, uniquement accrochée avec ses piolets et ses crampons, puisque je le rappelle, Gaëlle n'a pas de corde avec elle. Elle regarde tout autour d'elle. Elle sait que si elle continue de monter, elle va tomber. Et elle sait également qu'il lui est impossible de redescendre, elle est trop affaiblie. Elle sera incapable en fait de retraverser les mêmes passages. Elle cherche une solution, elle n'en voit aucune. Alors Gaëlle prend la décision d'appeler le PGHM. Alors c'est l'unité de la gendarmerie nationale qui est spécialisée dans les secours en milieu comme la montagne. Donc PGHM veut dire pelon de gendarmerie de haute montagne. Là-bas dans cette région, en fait, c'est une équipe de 38 secouristes. Alors clairement, elle n'a pas du tout envie de les appeler, elle le fait vraiment contre-cœur parce qu'elle n'a pas d'autre solution. Elle se sent un peu honteuse de le faire, elle culpabilise, mais elle le fait quand même. Gaëlle sort son téléphone, l'allume, et là, elle découvre qu'il n'y a pas de réseau. Donc, elle se retrouve là, en équilibre, sur la paroi. Elle essaye tant bien que mal de lever les bras là, avec le téléphone pour chercher une barre de réseau, mais rien. Elle tente alors d'appeler les numéros d'urgence, ça ne fonctionne pas non plus. Et donc là, forcément, c'est la panique. Malgré tout, elle a quand même une très bonne idée, je trouve. Elle écrit un SMS et elle l'envoie à sa sœur et à Guillaume. Alors bien sûr, le message ne part pas, elle le sait, il reste dans la boîte d'envoi, mais elle se dit qu'à un moment, en fait, si le réseau revient, le SMS partira. Et j'ai trouvé ça super intelligent. À cet instant, il est 9h50, donc voilà la situation. Gaëlle est bloquée seule, sur la paroi, sans corde, presque plus de nourriture, quasiment plus d'eau non plus. Gaëlle s'effondre et se met à pleurer. Le soleil est éclatant. Gaëlle retrouve son calme petit à petit. Elle commence à se bouger en fait. Elle attrape sa broche, sa seule broche, pour la visser dans la glace. Elle finit par y arriver avec beaucoup de difficultés. Elle se clipse, elle se vache dessus, ce qui veut dire qu'elle relie sa sangle à la broche qui est ancrée dans la glace. Elle fait pareil avec un piolet, ça lui fait 2 points de sécurité et grâce à ça, en fait, elle peut se laisser aller et s'asseoir dans le baudrier et soulager un peu ses jambes. Gaëlle se met à hurler de toutes ses forces, elle fait des signes avec ses bras parce que le ciel est beau, c'est dégagé, donc elle se dit que ceux qui sont en bas peuvent la voir. Et il y a effectivement quelques alpinistes sur le glacier, mais en fait, personne ni ne la voit, ni ne l'entend. Enfin si, mais ça, elle ne le sait pas, et je vous expliquerai tout à la fin comment tout s'est passé du côté des secours. Et vous verrez que oui, Gaëlle a eu de la chance, mais en même temps, il y a eu un peu le côté chat noir, j'ai trouvé moi dans l'histoire. Gaëlle va crier comme ça en fait pendant 3 quarts d'heure. Et là, un truc assez dingue quand même, je trouve, vous allez voir après c'est pire, mais il y a un petit avion touristique qui arrive, qui passe quand même pas très loin d'elle, il survole autour d'elle. Alors bien sûr, elle va encore plus crier, faire des signes, mais en vain. 11 heures. Elle commence à avoir des crampes au niveau des cuisses, ça commence à devenir très douloureux. Il y a le soleil aussi qui lui brûle le visage, ça tape tellement fort. Ça fait fondre également la glace, ce qui rend ses points d'ancrage
moins fiable, alors elle n'a pas d'autre choix que d'en refaire, parce qu'elle réussit, mais déjà rien que là, je trouvais que c'était tendu. Et puis là, d'un coup, c'est pas un avion qu'elle voit arriver, mais c'est un hélicoptère du PGHM. Il passe vraiment très très près d'elle, si près qu'elle voit vraiment très distinctement le dessous de l'appareil. Alors là encore, elle hurle de toutes ses forces. Et en plus, vu que c'est un hélico du PGHM, pour Gaëlle, c'est obligé, ils sont venus pour elle, pour la chercher. Mais en fait, non, l'hélico ne la voit pas, puis il continue sa route. Alors Gaëlle se raccroche à l'espoir qu'ils l'ont vu certainement et qu'ils vont revenir un peu plus tard. Bon, alors vu l'histoire, vous vous doutez que ça sera pas du tout le cas. 13h, l'avion touristique repasse. Oui, je vous assure, et c'est pas fini, parce qu'en fait, le petit avion, il va faire des tours comme ça toute la journée avec les touristes. Donc il va repasser comme ça à plusieurs reprises et sans jamais la voir. Je sais pas si vous imaginez psychologiquement comment ça doit être terrible. Déjà de le voir juste une fois, plus l'hélico, mais en plus de voir l'avion revenir sans arrêt, vraiment mentalement ça devait être très chaud. Gaëlle décide de redescendre. Tout du moins, elle veut tenter. Elle voit bien qu'elle ne peut pas rester là sur place à attendre. Pour ça, à chaque fois, elle doit descendre un à un ses piolets. Ensuite, planter les crampons, puis dévisser la broche qui est dans la paroi de glace, la revisser un peu plus bas en dessous. Alors autant vous dire que c'est très très long à faire, elle n'avance pas vite. Et puis au bout de 3 marches, d'un coup, son pied glisse et là encore, elle se rattrape de justesse en ayant le réflexe au dernier moment de planter son piolet dans la paroi. Du coup, elle arrête direct la descente. Elle se tient frénétiquement à ses piolets, là, elle est paniquée. Et puis elle essaye de se calmer, elle récupère ses esprits, elle cherche du regard un endroit où elle pourrait au moins poser ses pieds à plat quelque part sur un rebord, parce que ça fait 10 heures maintenant qu'elle a commencé l'ascension et plus de 5 heures qu'elle est coincée. Elle finit par apercevoir un rocher, mais qui est plus haut, encore d'une dizaine de mètres. Et juste en dessous de ce rocher, elle voit une petite fente dans la neige. Donc elle décide d'y aller. Alors elle remonte et elle réussit. Quand elle arrive au niveau du rocher, en fait, elle voit que la petite fente, c'est une crevasse. Elle n'en voit pas le fond, tout est en glace. Elle est large de 50-60 cm en surface, donc c'est très peu. Et à l'intérieur, à 1 mètre de profondeur, en fait, Gaëlle explique que la crevasse fait seulement une vingtaine de centimètres de large. Donc en gros, ça veut dire qu'elle ne pourra pas tomber en théorie. Donc clairement, c'est une chance. Alors, elle s'installe assise dessus et à moitié dedans jusqu'à la taille avec ses jambes qui pendent donc dans le vide à l'intérieur du trou. Gaëlle plante ses skis et ses bâtons à côté dans la neige. Elle met son sac à dos dans la crevasse et elle réfléchit. Elle essaye de se calmer, elle doit trouver une solution, mais rien qui vient, elle ne voit pas ce qu'elle peut faire de plus. Et là, Gaëlle commence à avoir de plus en plus peur. Elle met tous les vêtements qu'elle a emportés sur elle. Malgré son visage brûlé avec le soleil, en fait, elle doit se réchauffer car elle est immobile depuis un long moment. Mais tout à coup, un autre hélico s'approche d'elle. Et c'est encore un hélico de la PGHM. Donc là, elle hurle de joie. Pour elle, c'est bon, elle est sauvée, c'est sûr. Elle refait des signes avec ses bras. En plus, là, elle a son coupe-vent orange. Donc ça ressort, ça contraste énormément avec la neige. C'est sûr qu'ils vont la voir. Et puis très vite, elle se rend compte que ça n'est pas pour elle. Et le pire, c'est que l'hélico, il va rester un moment à tourner sur place, pas très loin, comme ça, pendant un quart d'heure. En fait, l'hélico, il survole un peu plus bas au niveau de la crevasse du début de parcours. Et puis, au bout d'un moment, l'hélico finit par repartir. Et là, à nouveau, Gaëlle s'effondre en larmes. Alors, je réinsiste, mais psychologiquement, ça a dû être terrible de réaliser au final qu'il ne l'avait pas vu. Et surtout que là, c'était la 2e fois qu'elle voyait l'hélico des secours. Gaëlle aperçoit au loin des nuages qui se rapprochent dans sa direction, ça commence à l'inquiéter et encore une fois, le petit avion touristique repasse, ça sera la dernière fois par contre. En tout, il est passé une dizaine de fois durant toute la journée. Gaëlle est épuisée physiquement, psychologiquement, elle est incapable maintenant ni de tenter une descente, ni de continuer à monter. Alors, elle attend. Et elle comprend à cet instant que personne ne l'a vue et que sûrement personne n'a signalé sa disparition pour l'instant. Gaëlle décide alors de descendre dans la crevasse car elle comprend qu'elle va devoir passer la nuit ici. Par contre, la crevasse est remplie de neige, de glace et puis c'est trop étroit. Donc avant, elle doit essayer de vider la neige et d'élargir au maximum le trou. Donc c'est ce qu'elle va faire. En galérant, bien sûr, parce que c'est de la glace qui est très dure. Au final, après avoir creusé comme ça avec sa pelle, avec ses piolets, elle se retrouve dans un tout petit trou, très exigu. Mais pour elle, ça fera l'affaire, puisque dès demain, elle en est certaine, elle repart. Gaëlle est dans la crevasse, terrorisée,
effrayée pour la nuit à venir. Elle ne sait pas si elle va passer la nuit entre l'épuisement, la transpiration de la journée, son t-shirt est trempé, les températures vont descendre, elle risque l'hypothermie. Et puis c'est tellement étroit qu'elle est dans une position très inconfortable. Ses hanches sont de travers, ses épaules sont rentrées, elle est recroquevillée, à moitié en boule, elle ne peut pas bouger ses genoux qui sont pliés devant elle. En fait, la seule chose qui la rassure, c'est de se dire que maintenant, c'est certain, on a dû remarquer sa disparition et que les recherches pour la retrouver ont dû commencer. Dehors, beaucoup de brouillard maintenant, il commence même à neiger, ça remplit la crevasse petit à petit. Alors elle place son sac à dos pour boucher l'entrée, elle s'organise, sort sa couverture de survie, mais elle la déchire avec ses crampons. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir une couverture de survie entre les mains. C'est très très fin, c'est très très fragile, donc résultat, elle se retrouve avec plusieurs petits bouts déchirés. Donc elle fait avec, pas d'autre choix. Gail, bien évidemment, vérifie aussi si le réseau de son portable est revenu, mais toujours rien. Elle le met en mode photo pour voir sa tête et elle en prend une. Elle se remet à pleurer. Elle regrette de ne pas avoir suivi Cyril et Laura quand ils ont fait demi-tour. Mais très vite, elle se reprend et elle ne se laisse pas aller. Gail se calme. La nuit va être très longue, la neige rentre dans le trou, s'entasse sur ses genoux, mais Gail est tellement fatiguée qu'elle laisse la neige s'accumuler. Donc la crevasse se remplit de plus en plus et maintenant elle a de la neige jusqu'au niveau de son corps. Gail a toujours les yeux fermés, elle sent la neige la recouvrir mais elle ne bouge pas. Et puis au bout d'un moment, elle finit par ouvrir les yeux et là, quand elle voit toute la neige, elle panique. Elle essaye tout de suite de s'extirper du trou, mais il y a tellement de neige maintenant qu'elle en avale et qu'elle n'arrive presque plus à respirer. Mais finalement, elle réussit à sortir. Dehors, il fait presque nuit maintenant et toujours ce brouillard. Gail reste assise à côté du trou, il est 19h40, il fait froid, le vent se lève, ça neige toujours. Elle décide alors de dégager encore une fois la neige du trou et de retourner à l'intérieur. Elle n'a presque plus d'eau, alors elle commence à se rationner. Cette fois, c'est son dos qui fait office de toit, c'est-à-dire pour boucher l'entrée de la crevasse, et elle place son sac à dos sous elle pour ne pas être en contact direct avec la neige. Ses jambes, par contre, sont toujours pliées et collées en plus contre les parois de glace. À cet instant, dans le livre, elle explique que sous son corps, en fait, il y a de la neige, oui, mais qu'encore en dessous, c'est la crevasse qui continue, quoi. Donc même si c'est très étroit, vu qu'elle a creusé pour élargir le trou, elle n'est pas du tout rassurée et elle a pu en plus fragiliser les parois. Donc par précaution, elle se sécurise avec sa broche et son baudrier contre la paroi. Enfin dans la paroi, vous avez compris. Elle attache sa broche et attache son baudrier à la broche qui est plantée dans la paroi. Gail met ensuite ses écouteurs et son iPod pour écouter de la musique, histoire de se changer un peu les idées. Elle voudrait se détendre, mais bon, elle n'y arrive pas. Elle éteint tout, même sa frontale, et là, elle pense à son père, et je la cite. « Maintenant, je laisse mon sort entre les mains de Dieu, parce que oui, je crois en Dieu. Ce soir, donc, je confie mon sort à Dieu, aux entités de la montagne. J'ai toute confiance en lui, et quoi qu'il m'ait réservé, je l'accepte. Je lui dis simplement que moi, personnellement, je veux continuer à vivre. Et que venir ici en solo, ce n'était pas du tout une tentative de suivre quoi que ce soit dans le genre. C'était juste un coup de folie, une impulsion que j'ai suivie, une envie que je n'ai pas surréfrénée. Mais je veux vivre, je veux vivre. » Gail lutte contre le sommeil, elle a peur de ne pas se réveiller. Et puis après, finalement, elle se rend compte en fait que les températures ne sont guère plus froides qu'en journée. Ça la rassure un peu, elle regarde encore son téléphone, elle est certaine qu'il est très tard, que le matin n'est plus très loin. Et en fait, il est seulement 23h. Grosse désillusion pour elle, le temps ne passe pas vite. Elle cogite encore, elle prie aussi. Et au bout d'un moment, qui lui semble être des heures, elle ressort son portable. Et là, elle voit qu'il n'est qu'1h du matin. Gail ne sent plus ses pieds. La circulation sanguine commence à défaillir. Elle va somnoler comme ça, peut-être rêver, elle ne sait plus trop. Elle check à nouveau l'heure, 4h du mat. Gail repart dans sa somnolence. Au réveil, Gail voit que le temps est comme hier, donc couvert. Elle reste dans le trou, elle attend, elle prie à nouveau, elle somnole à moitié, et puis au bout d'un moment, elle trouve la force de sortir. Le plan, c'est d'atteindre le sommet, et au pire, passer une nuit là-haut dans un autre trou avant de redescendre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne peut pas rester ici, sinon elle sait qu'elle va mourir.
Il lui reste 2 barres de céréales. Elle en mange une, elle ne sent toujours pas ses pieds, mais à cet instant, elle pense en fait qu'ils sont juste engourdis et que ça n'est rien de grave. Mais vous verrez qu'à la fin, ça sera beaucoup plus grave que ce qu'elle pense. Gaëlle sort avec des difficultés du trou et là, elle ne s'y attendait pas du tout. Dehors, le temps est pire que prévu. Il neige encore plus fort que la veille, toujours un brouillard très épais avec du vent. Du coup, elle hésite. Elle ne sait plus si son plan est une bonne idée. Est-ce qu'il vaut mieux rester dans le trou ou tenter de partir malgré la tempête de neige? Gaëlle prend la décision de partir et de continuer l'ascension pour tenter de s'en sortir. Gaëlle attache les skis à son sac à dos. Elle a hésité à les prendre, mais pour la descente, elle en aura besoin. Et maintenant, elle repart. Alors elle avance très difficilement, très très lentement, surtout que depuis qu'il neige, il y a une fine couche de neige sur la paroi de glace, 15 cm environ, mais aujourd'hui, elle se sent capable de le faire. Elle va réussir, elle en est certaine, elle va s'en sortir. Donc c'est reparti, elle fait attention à chaque point d'ancrage, que ce soit au niveau des piolets, au niveau des crampons. À force de bouger et de monter comme ça, elle retrouve progressivement sa sensibilité au niveau des 2 pieds, donc ça la rassure. Elle explique également dans le livre que c'est beaucoup mieux qu'il y ait du brouillard finalement, parce que comme ça lui permet de ne pas avoir le vide sous ses pieds. Gaëlle progresse très lentement, mais elle progresse. Et puis elle finit par arriver au niveau d'une corde abandonnée qui descend au fond d'une crevasse. Elle a peur d'y trouver un corps, elle regarde, mais rien. Juste du matériel, des sangles, des mousquetons, etc. Alors elle se dit que c'est peut-être les Italiens, les Slaves. Tout est tellement gelé que de toute façon elle ne peut rien récupérer, donc elle continue. Le mur de glace maintenant est de plus en plus incliné, c'est tellement raide que la neige ne tient plus dessus, ce qui rend à nouveau la glace plus dure pour planter ses piolets et ses crampons. Elle galère vraiment, ses prises sont de moins en moins sûres et quand elle regarde en haut, ça ne s'arrange pas, au contraire, le mur est encore plus à la verticale. Et là elle comprend que ça ne va pas être possible pour elle de continuer. Alors je vous vois venir, c'est vrai qu'il y avait la corde qu'elle aurait pu récupérer dans la crevasse, vous allez dire, mais attendez, vous allez comprendre. Donc face à la paroi maintenant qui est trop verticale, Gaëlle décide de redescendre en arrière de quelques mètres pour contourner par la droite le passage trop incliné. Et soudain, sa jambe droite s'enfonce dans la neige et en dessous, c'est une énorme crevasse. À cet instant, là encore, clairement, elle a eu énormément de chance. Si ses piolets n'avaient pas été plantés, elle serait tombée au fond. Elle regarde autour d'elle et ce ne sont que des crevasses partout. Gaëlle est complètement bloquée, alors elle n'a pas d'autre choix que d'essayer de remonter au même endroit qu'avant. Elle hésite, elle ne sait plus quoi faire, le terrain est devenu vraiment trop dangereux, elle a envie de pleurer, mais elle se retient, à contre-cœur, elle décide de retourner à son trou. Elle n'arrivera pas à monter plus haut, c'est beaucoup trop raide et le temps est trop mauvais. Donc elle fait le chemin en arrière, elle fait demi-tour, elle repasse par la crevasse où il y avait la corde abandonnée, et là elle va encore essayer de la récupérer. Elle va tout faire vraiment, mais impossible. La corde est beaucoup trop gelée. Elle se voit contrainte de repartir vers son trou. Gaëlle est complètement démoralisée. Gaëlle se tient debout à côté du trou et elle regarde en bas. En fait, elle voudrait tellement essayer de redescendre, mais le terrain est devenu aussi impraticable qu'en haut maintenant. Ça la mine complètement. Elle est même à 2 doigts de balancer son sac à dos dans le vide. Finalement, elle se reprend et elle se résout, encore une fois, à vider la neige de la crevasse qui s'est accumulée depuis son départ. Là aussi, c'est difficile car le temps qu'elle creuse, il neige si fort en fait que ça se re-remplit en même temps. Elle essaye aussi d'agrandir encore un peu le trou en largeur avec ses piolets, donc elle creuse dans les parois à l'intérieur. Elle fait attention en même temps à ne pas creuser trop loin en profondeur, car en dessous c'est le gouffre, et la voilà de nouveau dans ce trou. Elle mange sa dernière barre de céréales, et puis elle s'effondre. Elle pleure, elle relâche la pression, mais pas longtemps car elle pense tout de suite à la déshydratation. Pour elle, à partir de maintenant, chaque goutte d'eau devient précieuse, même une larme. Alors elle se retient, et là encore je vais vous citer un passage du livre. J'ai un grand besoin de pleurer. Je m'autorise quelques minutes de lâcher prise, mais pas plus. J'ai déjà hyper soif, alors je ne veux pas perdre plus d'eau, surtout que quand je pleure, je suis une vraie fontaine. Je me ressaisis, je suis très triste d'être ici, seule, abandonnée à mon sort, à ce sort que j'ai cherché depuis longtemps. Au fond de moi, j'ai la forte impression que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent en montagne ou en sport, c'était dans l'unique but de survivre à cette épreuve. Comme si je savais, depuis toujours, mais sans vraiment le savoir, qu'un jour j'aurais à vivre cela et que je devais m'y préparer. Maintenant c'est sûr, elle le sait, elle va rester un long moment dans cette crevasse. De toute façon, avec la météo, Gaëlle ne peut rien faire à part attendre. Elle regarde son téléphone toutes les heures, le temps passe très très lentement
elle prie, elle somnole, en fait c'est toujours le même cycle qui se répète. Gaëlle a une envie pressante. Alors là, 2 options. Soit elle sort dehors, soit elle fait ça dans le trou. Mais comme elle n'a pas de place pour se déshabiller, ça veut dire suriner dessus. Gaëlle choisit la 2e option. Elle a toujours aussi soif et il lui reste juste un fond d'eau dans son camelback. Je vous mets une photo parce que perso, là encore, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je croyais que c'était une gourde, mais non. Malheureusement, elle est tellement à l'étroit qu'en manipulant son sac à dos, elle renverse quasi le peu d'eau qui lui restait et elle ne pourra s'hydrater que de 3-4 gorgées et maintenant, elle n'a plus rien. Alors oui, il lui reste la neige, mais on sait qu'en quantité, ça n'est pas suffisant et surtout, elle n'a pas de réchaud pour faire fondre la neige, donc ce qui veut dire s'hydrater en mangeant la neige à même comme ça ou en la faisant fondre dans ses gants. Son portable n'a presque plus de batterie, alors elle décide de l'éteindre. Gaëlle va somnoler, même dormir un peu. Au bout d'un moment, elle va finir par le rallumer pour voir l'heure et il est seulement 22h. Et comme si ça ne suffisait pas, sa lampe frontale a disparu. Elle a certainement dû tomber dans le fond de la crevasse et Gaëlle se retrouve donc maintenant dans le noir complet. Elle va alterner entre plusieurs micro-siestes et à un moment, elle va se réveiller en panique totale, prise d'une grande soif. Elle explique dans le livre qu'elle panique vraiment, qu'elle n'avait jamais encore ressenti cette sensation de déshydratation extrême, c'est très fort. Et du coup, elle se met à manger de la neige pour s'hydrater un peu. La nuit a été très difficile pour Gaëlle, elle ne sent plus ses pieds comme l'autre fois, mais cette fois-ci, ça n'est pas que les pieds, ça englobe les chevilles également. Mais à nouveau, elle pense que c'est juste engourdi et qu'une fois en mouvement, ça va revenir. Le temps dehors n'a pas changé, c'est toujours la tempête de neige avec un épais brouillard. Du coup, elle reste dans le trou, elle ne peut rien faire d'autre. Par contre, elle remarque au niveau de ses orteils une sensation nouvelle, elle a complètement perdu la sensibilité. Ça n'est plus juste engourdi. Mais là encore, elle reste persuadée que quand elle pourra enlever ses chaussures, tout ira mieux, tout rentrera dans l'ordre. Elle cogite beaucoup, elle ne sait pas quoi faire, combien de temps elle peut tenir encore comme ça, attendre dans ce trou, sans eau, sans nourriture. Alors elle décide, sans trop savoir pourquoi, qu'elle partira samedi. Parce que samedi, il fera beau. C'est ce qu'elle a décrété. Et retenez bien ce passage. Gaëlle va donc rester encore 2 jours dans la crevasse à attendre. Elle explique qu'elle ne se sent pas si mal que ça, qu'elle n'a pas froid, pas faim non plus, pas de migraine, aucune douleur nulle part. En fait, à part la soif, ça va. Elle mange de la neige donc pour s'hydrater, mais ça reste insuffisant. Elle va encore prier, elle a peur de faire un œdème ou de mourir de déshydratation. Elle cogite beaucoup, mais par contre, elle réalise qu'elle n'a pas peur de la mort. Alors oui, elle ne veut pas mourir, pas maintenant, mais elle dit qu'elle est prête et que si ça doit arriver, ça arrivera. Elle pense aussi beaucoup à sa famille et puis encore à nouveau somnoler, cogiter, prier, etc. La journée du jeudi va s'écouler comme ça. Gaëlle va aussi pleurer mais tout en se retenant au maximum à chaque fois pour ne pas gaspiller la moindre goutte d'eau de son corps. Et puis au bout d'un moment, la soif sera trop grande, alors elle va boire sa propre urine. Je vous cite un extrait du livre plutôt que de paraphraser pour bien vous restituer comment elle a vécu ça psychologiquement. Il me vient une idée. Boire mon urine. Ça a l'air dégoûtant dit comme ça, mais je suis maintenant prête à tout pour survivre, pour maintenir mon corps en bon état, pour que les secours me retrouvent vivante. Mais ça semble difficile comme opération étant donné ma position et mon manque d'espace. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire pipi sur mon gant et ensuite je boirai le liquide imbibé dans le gant. Je n'en aurai pas beaucoup et ça n'est pas plus mal. Ce n'est pas très bon, c'est amer, mais ce n'est pas grave. Je suis persuadée que ça me fait du bien. Peut-être que non, mais ce qui compte désormais, ce n'est plus vraiment ce qui est vrai, mais ce que je pense et ce qui me remonte le moral. Alors si boire mon urine me réconforte, je pense que je dois le faire. Ce soir-là, Gaëlle hésite à faire une vidéo avec son portable pour laisser une trace au cas où, mais elle hésite vraiment parce que pour elle, ça voudrait dire que c'est la fin, qu'elle a abandonné. Alors elle choisit plutôt en fait un entre-deux et fait un SMS. Gaëlle se prépare à passer sa 3e nuit ici et se remet à prier. Alors là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans le livre cette nuit-là, et vous allez voir qu'on retrouve ça dans beaucoup d'histoires de survie. Elle raconte donc dans le livre et en interview également que cette nuit-là, elle a clairement senti des présences avec elle.
Elle ne dormait pas, elle était éveillée. D'ailleurs, je vous mettrai en barre de description le lien des vidéos de ces interviews et vous verrez en plus comment elle semble vraiment toute timide. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout quelqu'un qui raconte son exploit là, en se vantant, tout fier de lui. Bref, donc les présences qu'elle a senties, c'était celles de plusieurs amis et ça n'était pas comme des pensées. Elle explique bien en fait que ça n'était pas dans sa tête. Ses amis lui parlaient, la rassuraient, ils étaient à côté d'elle et ils lui disaient de tenir le coup et qu'il restait là un peu avec elle. Dans ce livre, elle explique qu'à ce jour, elle ne sait pas encore en fait si c'était des hallucinations ou comme des anges gardiens, tellement elle affirme avoir senti ses présences tout en étant éveillée. Gaëlle ne sort pas pour voir le temps. Pas besoin, elle voit que dehors c'est encore un sale temps, car dans le trou tout est sombre. Ça lui mine le moral, elle a peur. Qu'est-ce qui va se passer si d'ici demain le temps ne s'améliore pas? Comment elle va faire? Elle évite d'y penser, elle verra demain, mais plus le temps passe et plus elle perd l'espoir de s'en sortir. Elle n'a même plus la force de s'hydrater avec la neige, elle se force, mais ça devient très compliqué, elle boit de moins en moins. Il ne se passera rien de spécial cette journée du vendredi, des somnolences essentiellement, tellement elle est affaiblie et l'angoisse pour la météo de demain. Gaëlle sent encore une présence avec elle. C'est un secouriste du PGHM. Elle veut rester dans ce rêve à moitié éveillé où elle est secourue. Ça prouve qu'elle a vraiment une partie d'elle qui est consciente et qui ne dort pas complètement. À cet instant, dans le livre, j'ai vraiment cru en fait qu'elle ne rêvait pas et qu'elle était réellement en train d'être secourue, mais non. Elle se réveille le samedi matin et là, forcément, psychologiquement, ça sera terrible. En gros, c'est un peu un faux espoir, le rêve, l'hallucination ou autre, on ne sait pas, chacun l'interprétera comme il veut, peu importe de savoir si elle rêvait ou pas, mais en tout cas, à cet instant-là, elle est presque persuadée en fait qu'elle est en train d'être secourue, et quand elle recouvre ses esprits, on va dire ça comme ça, en fait non, pas du tout. Du coup, Gaëlle regarde dehors par un petit trou, et elle voit que le ciel est bleu, éclatant, dégagé, plus de tempête, plus de nuages, et vous vous souvenez de ce qu'elle avait décrété, que samedi il ferait beau. Elle aimerait tellement qu'on vienne la secourir parce qu'elle n'a plus aucune force, elle ne bouge pas, elle attend, elle reste dans le trou, elle est trop affaiblie rien que pour sortir du trou, alors pour tenter une excursion, sa sortie c'est inenvisageable, donc elle attend comme ça, et puis d'un coup elle entend au loin le bruit d'un hélico. Elle ne le voit pas, mais elle l'entend s'approcher de plus en plus dans sa direction. Et au bout d'un moment, elle le voit. Alors elle essaye de sortir du trou, mais impossible, en fait, elle ne sent plus du tout ses pieds, et elle réussit juste à sortir le haut de son corps, et elle agite les bras comme ça dans tous les sens, en espérant être vue par l'hélico, et là, enfin, elle voit le regard des pilotes qui croisent le sien. Gaëlle est sauvée. Alors, ne partez pas tout de suite, on va juste voir après toutes les conséquences et comment les secours se sont organisés dans tout ça. Gaëlle est télétroyée. Dans l'hélico, les sauveteurs checkent direct son état de santé. Ses mains sont ok, mais alors ses pieds... La température de son corps est de 32 degrés, donc clairement elle est en hypothermie. Elle est transférée directement à l'hôpital de Sallanches. Une fois sur place, elle appelle direct son père, qui la rejoint. Il faudra 2 infirmières et plusieurs tentatives pour réussir à lui retirer ses chaussures de ski, tellement ses pieds ont gonflé. Gaëlle sera donc hospitalisée pendant plusieurs semaines. Elle sera placée aussi dans un caisson hyperbare pendant une dizaine d'heures pour tenter de sauver ses pieds gelés. Malheureusement, elle sera amputée des 2 pieds, donc une double amputation transmétatarsienne. Je vous mets un croquis pour mieux comprendre ce que c'est. Vous allez voir après que oui, ça a été difficile à accepter au début, mais que par la suite, elle s'est relevée. Juste avant, donc au niveau des secours, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté durant tous ces jours? Donc je reprends chronologiquement. Le mardi, jour du départ, quand Gaëlle a commencé l'ascension, son ami Guillaume, qu'elle devait retrouver en haut, lui a envoyé un SMS pour l'avertir que finalement, lui ne montait pas car le temps n'était pas top et qu'il y avait trop de neige du côté du couloir Whymper. Il a envoyé le SMS à 2h48 du matin, mais à ce moment-là, en fait, le téléphone de Gaëlle est éteint. Et ensuite, elle se retrouve dans le couloir du couturier, mais sans réseau. 10h, toujours ce mardi, c'est là où Gaëlle se retrouve bloquée sur la paroi, où elle écrit, en fait, en bas du refuge d'Argentière, un couple entend bien les cris. Ils préviennent donc les secours en informant que selon eux, les cris venaient du couloir du couturier. 14h27, un hélico du PGHM
survole en bas du couloir, mais ne voit rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace dans la neige, pas d'affaires, rien du tout, et en plus, la zone à couvrir est beaucoup trop vaste, donc l'hélico va tourner comme ça pendant une demi-heure, 1 heure, et puis après il repart. Et cet hélico, c'est celui-là que Gaëlle a vu, à qui elle essayait de faire des signes. En fait, l'hélicoptère était vraiment là pour elle, c'est elle qui le recherchait, mais sans savoir que c'était elle, je sais pas si vous comprenez. Toujours cette même journée, le mardi au soir, Benoît, l'ami qu'elle a appelé, qui lui a donné toutes les infos en fait sur le trajet, sur le couloir du couturier, lui envoie un SMS pour savoir comment son ascension s'est passée. Forcément, il n'a pas de réponse. Pour lui, il n'y a rien d'inquiétant, Gaëlle est certainement KO de sa journée et elle est sûrement en train de dormir. Il y a aussi Romain, un autre ami à elle, chez qui elle était censée aller vendredi, qui va l'appeler et lui aussi n'aura aucune réponse. Le lendemain, mercredi 15 mai, Benoît essaye encore d'appeler Gaëlle à plusieurs reprises, il laisse un message vocal et il envoie aussi des SMS qui resteront donc toujours sans réponse. En fait, il va vraiment longtemps hésiter, il avait peur d'inquiéter encore plus la famille, il pensait qu'ils étaient au courant, qu'elle manquait à l'appel, donc du coup il ne dira rien. Petite parenthèse, pas de commentaires agressifs, merdiques là, sous la vidéo, sinon je supprime. C'est tellement facile, je trouve, de juger quand on n'est pas dans la même situation, donc bon. Bref, jeudi 16 mai, donc Romain, l'ami chez qui elle devait aller vendredi, appelle JB, l'ami avec qui Gaëlle a fait l'ascension de l'Aiguillette au tout début, celle qui lui a donné donc envie de faire l'ascension solo. JB, lui aussi, donc n'explique qu'il n'a pas de nouvelles de la jeune femme, alors il appelle le père de Gaëlle et c'est là que son père comprend qu'elle est montée en solo, puisque pour lui, il pensait qu'elle était partie avec JB. De là, tout s'enchaîne, JB alerte les secours, son père appelle également pour prévenir de la disparition de sa fille depuis le 13 mai. Malheureusement, le temps est tellement mauvais que les secours ne peuvent pas commencer les recherches, que ce soit en hélico ou en terrestre, en ski. La PGHM lance alors un appel à témoins que Benoît va voir. Là, du coup, il contacte les secouristes et donne toutes les infos qu'il a. Le couple qui avait entendu les cris mardi va également tomber sur l'appel à témoins et donc va rappeler les secours pour prévenir des cris de détresse qu'ils avaient entendus donc dès le mardi et donc pour apporter leur témoignage. 16h30, la PGHM retrouve une trace, en tout cas la dernière trace de l'utilisation de la carte d'abonnement du téléphérique de Gaëlle, qui est datée du 12 mai à 15h10. 2 autres témoins vont se présenter pour confirmer qu'il s'agit bien de Gaëlle qui était au niveau de la station. 18h26, enfin une première éclaircie dans le ciel. Donc l'hélico des secours tente un premier vol, mais le temps est tellement mauvais, ils devront s'arrêter et rentrer. À 19h et à 20h sur BFM TV et France 3, l'avis de disparition sera relayé. Le vendredi, l'hélico de la PGHM repart, mais rien. Ils vont survoler la zone à plusieurs reprises, mais sans rien voir. 4h du matin, une nouvelle fenêtre niveau météo, le ciel est dégagé, mais pour très peu de temps, donc l'hélico repart, mais toujours rien. 6h, l'hélico refait encore une tentative, rien, et c'est seulement lors du 3e passage que les secouristes vont apercevoir le trou et Gaëlle qui essaye d'en sortir puisqu'elle venait d'entendre le bruit de l'hélico. Elle se trouvait en fait à 3857 mètres d'altitude. Par contre, l'hélico est trop lourd avec le vent puisque le temps est à nouveau en train de se gâter. Donc l'hélico doit repartir pour décharger, se délester. Ils vont déposer un secouriste et ensuite ils vont revenir. Et c'est donc à 6h28 que Gaëlle Cavalier sera sauvée et dès 7h45, le temps s'est à nouveau couvert. Donc vraiment, la fenêtre météo était très très serrée. Le livre a été écrit en 2017. Depuis, Gaëlle a repris la randonnée, le ski et même la grimpe. À l'époque, après cet événement, elle décide de reprendre ses études. Elle est en 4e année d'ingénieur dans les biotechnologies à Marseille. Dans l'interview, Gaëlle explique que ce qui l'a aidé à tenir, c'est clairement sa foi envers Dieu et sa famille. Voilà, et je voudrais terminer avec un dernier passage du livre parce que je le trouve très inspirant. Je ne suis pas venue chercher la mort, je ne suis pas suicidaire, j'aime la vie. Une grosse course qui demande de l'engagement, investissement personnel, physique et mental. Voilà ce que je recherchais. Me retrouver là, suspendue sur des points à moitié branlants, à échapper à une glissade à chacun de mes mouvements, ça ne me plaît pas du tout. La vie est faite de surprises, des bonnes, des moins bonnes. Le tout est de savoir s'adapter. On n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de la façon dont nous réagissons, de la façon dont nous faisons face aux événements. Cet accident m'a apporté bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Voilà, c'est ici que se termine l'histoire de Gaëlle Cavalier. Pour ceux qui sont intéressés par le livre, il est là.
Je vous mettrai le lien en barre de description. Très facile à lire, très bien raconté et vraiment j'ai beaucoup apprécié le ton, beaucoup d'humilité et vraiment beaucoup d'honnêteté. Pour ceux qui sont pas très férus de lecture, vraiment, c'est un livre super facile à lire. Voilà, j'espère que l'histoire vous aura intéressé. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires. Vous savez que je lis tous les commentaires, que j'y réponds. Pour la prochaine histoire, je pense qu'on fera pareil. Je vous proposerai un sondage et puis je vous laisserai choisir. Encore une fois, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à tous ceux qui sont là malgré le peu de vidéos que je publie. Merci pour votre patience. Merci pour votre compréhension. Enfin voilà, je vous le dirai jamais assez, mais clairement, sans vous, la chaîne n'existerait pas. Je fais des vidéos, mais c'est vous qui les regardez. Donc vraiment, merci beaucoup. Je vous laisse ici, prenez soin de vous surtout, c'est très très important et on se retrouve bientôt je l'espère. Salut. Ah j'adore, juste quand je dis elle entend au loin le bruit d'un hélico, moi j'ai un avion qui passe et... Les avions passent à chaque fois que j'enregistre les vidéos, ou alors je ne fais pas attention, ils passent toute la journée, mais à chaque fois quand j'enregistre quand même,